Ravi de vous retrouver sur le podcast Man Training Addict. Pour cette saison 2, notre équipe a mis les bouchées doubles pour vous proposer des épisodes techniques, répondre à vos questions courantes et recueillir des témoignages exclusifs qui vous plongeront encore plus dans l'univers fascinant du Man Training. Aujourd'hui, j'accueille Jade, venue nous parler du sujet de la récompense. Elle nous expliquera quel est son rôle, quelles sont les erreurs à éviter afin que le chien puisse pleinement profiter de ce moment de plaisir à la fin de sa piste, ou encore comment la choisir judicieusement pour garder une motivation solide piste après piste. Bonne écoute! Salut Jade, comment ça va? Salut Elsa, ça va et toi? Très bien, je suis contente de t'avoir à mon micro. On a eu le plaisir de partager toute une année de formation ensemble et aujourd'hui, tu viens nous parler un petit peu de ton parcours et de la récompense. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Déjà, Elsa, merci de m'inviter sur ton podcast. Alors, pour me présenter, par où commencer? Écoute, moi, je suis éducatrice comportementaliste canin, pet sitter et du coup maintenant coach man training dans la région de Fontainebleau. Et je suis l'humaine de Kobe, donc qui est un petit staffy de lignée sport qui a maintenant 4 ans et demi et qui partage ma vie. Donc voilà, Kobe, c'est un super chien, mais il est très intense, très impulsif, très énergique, mais il est mignon. Et c'est clairement lui qui m'a poussé à découvrir le man training. Alors du coup, comment ça s'est passé votre découverte de la discipline justement? Bah écoute, c'était en 2022, si mes souvenirs sont bons. Ça commence à faire quelques années maintenant, même si c'est quand même assez récent encore. Moi, Kobe, c'est un chien de sport avec qui je partageais beaucoup d'activités sportives. C'était un souhait de ma part, hein, de partager toutes ces activités avec lui, mais voilà, on faisait principalement des disciplines qui étaient intenses, impulsives, assez physiques et excitantes pour lui, et je voyais pas toujours des effets positifs sur son comportement. En 2022, je pense, peut-être un petit peu avant, j'ai entamé un petit tournant dans notre accompagnement comportemental et éducatif, et du coup, j'ai décidé de revoir un peu toutes les activités que je pouvais faire avec Kobe, mais je voulais continuer à lui proposer une activité, enfin à travailler quoi, puisque c'est quand même un chien qui avait besoin de se dépenser physiquement et cognitivement. Donc j'ai cherché des activités et j'ai très vite découvert le man training. J'ai trouvé ça top. Je me suis pas mal renseignée sur la discipline. Je pense que sur ces points-là, on est un peu pareil, toi et moi. Avant de se lancer dans quelque chose, on a besoin d'être un peu sûr de là où on s'engage. Et j'ai cherché du coup des endroits où pratiquer. Il y en avait beaucoup près de chez moi, en forêt de Fontainebleau. Il y a quand même beaucoup d'endroits, enfin, et de personnes avec qui pratiquer. Et je suis quand même tombée sur le profil de Karine, qui me semblait vraiment top, hyper professionnel, beaucoup de partage de pistes. Enfin, voilà, je trouvais ça génial et j'ai eu de suite envie de faire ça avec mon chien. Donc un jour, j'ai vu qu'il y avait une annulation et je me suis inscrite. Et voilà, et c'est comme ça qu'on est tombé, je pense, dès notre première séance dans la marmite. Si on peut dire ça. C'est souvent l'effet que ça fait, hein, première séance, direct accro. Ouais, c'est Bon, ça. alors ça, c'est pour votre pratique de binôme. Et comme je disais au début, tu t'es formé, tu es maintenant coach man training. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer le pas, de te former, de proposer cette activité? Alors, écoute, moi, c'est arrivé très tôt. Comme je disais, dès notre première séance, vraiment, de suite, j'ai senti, enfin, déjà, j'ai vu que Kobe, c'était une activité, il a matché de suite, enfin, il a été dans le bain, quoi. Et moi aussi. Et en fait, moi, à l'époque, je commençais ma formation d'éducateur comportementaliste. Enfin, ça faisait un petit moment que j'avais commencé, mais voilà, j'étais en plein dedans. Il fallait que je trouve un sujet de mémoire de fin d'études. Et en fait, très rapidement, ça m'a semblé évident que je le ferais sur le man training. Et du coup, à l'époque, j'ai échangé avec Karine sur ce sujet, parce qu'elle m'a beaucoup apporté son aide sur la rédaction de mon mémoire et sur la constitution de mon mémoire. Et elle a évoqué un jour comme ça la possibilité que je puisse intégrer la session 2 de formation. C'était pas quelque chose auquel je pensais forcément. Et en fait, j'ai trouvé que c'était une super idée et c'est resté un peu dans ma tête. Je me suis pas forcément engagée de suite parce que du coup, je voulais terminer ma formation initiale de comportementaliste qui était très prenante à l'époque. Et j'avais pas envie de m'engager dans une formation aussi que je sentais longue et complète en fait en parallèle.
Donc j'ai attendu un peu et très rapidement et très naturellement, je me suis inscrite sur la session 3. J'avais vraiment une vraie volonté de me former sur une formation qui me semblait, de qualité, pertinente, qui soit longue, complète. C'était un point qui était très important pour moi parce que, bien que le mentoring soit une activité de loisir, ça reste quand même une activité sur le il y avait enfin, on travaille, avec des chiens, des êtres vivants qui ressentent des émotions, enfin voilà, ça a beau être une activité de loisir, on peut avoir un impact sur eux, sur leur quotidien et puis aussi sur l'humain qui accompagne le chien parce que ça reste un travail de binôme. Donc pour moi, c'est très important d'être formé, même si c'est une activité qu'on fait pour passer du bon temps avec son chien. Puis c'est une discipline tellement complète et technique que voilà, que c'est quand même très important de comprendre et de savoir ce qu'on fait et de ce que le chien va apprendre et de ce qu'on va pouvoir lui apporter. Alors, si tu as accepté de venir aujourd'hui, justement, c'est encore à propos d'un mémoire, puisque on a aussi eu un mémoire de fin de formation à faire pour la formation coach avec Karine. Et toi, tu as choisi d'aborder le sujet de la récompense. Donc, on en avait un petit peu parlé avec Alexis dans l'épisode 2, mais tu vas pouvoir nous apporter plus de détails. Pourquoi tu avais fait le choix de ce sujet? Alors, j'avais plusieurs idées de sujets en tête et j'ai fait ce choix parce que un jour j'étais en observation du coup dans le cadre de la formation avec Karine. Et c'était l'initiation d'un binôme débutant et où en fait, voilà, on a vu clairement, enfin c'était une personne qui était venue avec un jouet. Et du coup, bon bah voilà, le chien faisait son travail, mais on voyait que c'était pas encore là. Et du coup, en fait, Karine a proposé de changer la récompense pour le fameux tube de parfait que tout le monde connaît maintenant. Et vraiment, il y a eu un switch ça a tout changé sur la motivation du chien, l'enthousiasme du chien, sur vraiment, enfin, il y a eu un avant et un après. Et là, je me suis dit, oui, c'est vrai que on a tendance à l'oublier, mais la récompense a quand même une importance capitale en fait dans la pratique du training, dans l'apprentissage, la progression et la motivation du chien. Et je trouve ça hyper intéressant. Puis j'ai commencé un peu à réfléchir et je me suis dit oui, c'est vrai, c'est une véritable actrice de la piste, on peut dire ça comme ça, au même titre que le traceur, enfin voilà, c'est hyper important, ou que la construction de piste. Pour moi, la récompense, elle est très importante dans la pratique, quoi. Et surtout, il y a aussi un autre point, c'est que en terra training, on voit aussi l'importance que peut avoir la récompense. Pour rappel, le terra training, c'est un terme qu'on utilise quand on utilise des exercices de main training pour travailler sur certaines problématiques d'un chien, par exemple la crainte de l'humain, la crainte de l'environnement, des stéréotypies, une réactivité congénère, enfin voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était un sujet qui était vaste, il y avait beaucoup de points à aborder et qui était très important et qui pour moi était central dans la pratique du main training. Le choix de la récompense, il est vraiment important au man training. Est-ce que tu pourrais déjà nous rappeler pourquoi est-ce que cette récompense, elle est si importante? Elle a un double rôle. Au man training, c'est elle qui va venir motiver le chien et c'est aussi elle qui va venir renforcer tout le travail effectué en piste. Donc elle joue à la fois un rôle de motivateur et de renforçateur. Alors, en ce qui concerne la motivation, elle va venir maintenir la motivation du chien en piste, le motiver et aussi lui montrer que on peut aller au-delà de l'environnement, c'est-à-dire les distractions, si on voit un petit humain qui a l'air sympa sur la piste, si on croise un chien, mais aussi les bruits qui peuvent faire peur ou les congénères. Si le chien n'aime pas les congénères ou si au contraire il les aime trop. Donc cette récompense, ça permet de venir maintenir le chien motivé. Elle a aussi une importance capitale sur les premières séances, puisqu'elle vient motiver le chien à aller vers son traceur, lui dire ok, il y a un humain qui part, quel est mon intérêt d'aller le voir? Peut-être récupérer ma friandise ou ma récompense. Et elle nous sert aussi, pour un point beaucoup plus technique, mais à aider le chien à s'intéresser à l'objet odorant qu'on va poser en début de piste, pour vraiment créer cette association de l'objet odorant et l'humain que je vais chercher qui part avec ma récompense. Et pour ce faire, en fait, on pose une petite friandise ou on fait semblant de poser quelque chose sur l'objet odorant pour que le chien puisse s'intéresser. Et il y a un autre point où elle va entrer en compte dans la motivation, c'est pendant les séances de terra training, puisque, comme je disais, elle va venir motiver le chien à aller vers l'humain et à aller au-delà de son environnement et à s'approcher de l'humain ou à passer une difficulté et se dire ok, j'y vais, mais j'ai ma petite récompense au bout. Donc ça rend l'humain plus sympa, ça rend
les difficultés qu'on peut rencontrer en piste plus sympa. Donc ça aide aussi à motiver le chien à ce niveau-là. Je fais juste un petit rappel, c'est l'éducatrice au fond de moi qui me permet de rappeler ça, mais de faire très attention aux conflits de motivation. Donc alors c'est sympa pour aider le chien à aller au-delà de ses peurs, mais il faut quand même veiller, c'est aussi notre rôle en tant que coach, à être attentif à l'état émotionnel du chien et savoir repérer quand est-ce que vraiment c'est trop difficile pour le chien de s'approcher de l'humain, par exemple, et de pouvoir intervenir en conséquence. Et donc voilà, la récompense a ce double rôle de motivateur, mais aussi du coup, elle est aussi là pour récompenser par définition. Donc elle vient récompenser le travail de pistage. Donc voilà, on vient féliciter le chien d'avoir réussi sa piste et d'avoir trouvé son humain. Donc en échange, bah, il a quelque chose de cool et qu'il adore. Et ça vient aussi confirmer au chien que voilà, c'est bien, tu as réussi, tu as trouvé ton traceur, on continue comme ça, c'est ce qu'on attend de toi. Et en terra trailing, bah, on pense vient positiver la présence de quelque chose qui fait peur. Donc ça peut être le traceur, ça peut être un peu dans l'environnement des congénères. Elle vient aider le chien, renforcer le fait que le chien puisse se rapprocher du traceur et terminer sa piste. Et elle l'aide aussi et surtout à passer d'une émotion négative, donc c'est souvent la peur ou la crainte, vers une émotion plus positive ou neutre, qui est enfin, d'abord neutre et ensuite positive, qui va tendre vers plus une émotion de joie. Donc il y a vraiment un gros enjeu autour de ça. Donc c'est important de bien choisir la récompense. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelles sont les différentes récompenses possibles qu'on peut utiliser pour un chien? Alors, on en a plusieurs. La récompense la plus courante, qui est celle qu'on utilise quasi tout le temps, majoritairement en piste, c'est la récompense alimentaire, donc les friandises. On a aussi quelques chiens qui vont être récompensés au jouet, mais c'est beaucoup plus rare. Il y a aussi d'autres moyens de récompenser qu'on n'utilise pas forcément ou qu'on utilise en association avec d'autres récompenses. Ça va être tout ce qui est interaction avec l'humain, donc les félicitations verbales, c'est bien mon chien, bravo, enfin voilà, ou les caresses. Comment t'expliques le fait que ce soit souvent la nourriture qui soit utilisée? C'est pour quelle raison? C'est plus pratique? Il y a plus de chiens qui sont gourmands? Alors, le principal avantage et la principale raison pour laquelle on utilise en majorité, quasi, la totalité du temps, la récompense alimentaire, la friandise, c'est qu'en fait, c'est naturellement motivant et appétant pour le chien. Il y a pas de nécessité, d'avoir déjà été en contact avec la nourriture pour l'apprécier. Elle a une valeur très forte assez naturellement pour une grande majorité des chiens. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, selon les lois de l'apprentissage, le renforçateur primaire, c'est-à-dire que c'est un renforçateur, une récompense qui est liée à la survie. Le chien, bah, il mange pour vivre, donc naturellement, il va être attiré par la nourriture et du coup, la friandise reste un des renforçateurs les plus forts et les plus naturels pour le chien. Ensuite, il y a un autre point, c'est que c'est adaptable. C'est vraiment, les récompenses alimentaires, elles sont multiples. On trouve, de tout dans le commerce ou pas, pour humains, pour chiens, différents goûts, différentes textures, différents produits, ingrédients. Donc c'est vraiment beaucoup plus facile de trouver une récompense qui va plaire au chien, qui va être très motivante pour lui. Et c'est aussi facile de trouver des friandises différentes, mais de même valeur. Par exemple, si on veut une friandise très, très motivante pour le chien, on pourra lui donner, des saucisses ou, un morceau de fromage. Pour le jouet, par exemple, c'est peut-être plus difficile de trouver des jouets qui ont la même valeur ou, Un autre point aussi, c'est que, bah, c'est facile d'adapter le mode de distribution. Par exemple, souvent on présente les friandises dans des boîtes parce que c'est plus facile à transporter, parce que, bah, du coup, le traceur peut le mettre dans sa poche, c'est plus facile à conserver. Par exemple, au fond de la boîte, on peut étaler, du fromage à tartiner pour que le chien puisse lécher pendant plus longtemps, ou on peut juste prendre une petite boîte et mettre ses saucisses, ou il y a aussi, le moyen d'avoir un petit tube, comme les petits tubes de pâté pour pouvoir récompenser facilement le chien. Ça nécessite pas forcément de préparation, on peut le laisser dans notre voiture, on arrive en piste, on le sort. Voilà, il y a plein de possibilités et surtout ça nous permet aussi, soit on peut tenir la boîte, le traceur peut tenir la boîte pour que le chien vienne prendre sa récompense dans la petite boîte qui tient, soit on peut aussi la poser au sol, si, le chien a plus de crainte à s'approcher de l'humain. On peut s'en écarter, on peut aussi utiliser des liquimates pour augmenter le temps d'ingestion et favoriser l'apaisement du chien en fin de piste. Enfin, c'est vraiment la friandise alimentaire, elle s'adapte facilement à toutes les situations et à tous les chiens. Donc, c'est vraiment, aussi pour ça que, pour chez nous, la majorité des chiens ont une récompense alimentaire. Il y a un autre point que je trouve bien aussi en tant que coach, c'est que la friandise, elle a une fin qui est assez naturelle.
C'est-à-dire que, bah, il y a la boîte, il y a le liquimat, il y a la friandise, le chien, il mange et c'est terminé. Et une fois que c'est terminé, il se dit: «OK, j'ai été récompensé, j'ai ma friandise, je suis content» et il passe naturellement à autre chose. C'est ce qu'on voit, enfin, dans la majorité des cas, il passe facilement à autre chose sans frustration. Il va reprendre ses odeurs, il attend que nous on ait fini de parler, qu'on reparte à la voiture, enfin voilà. C'est assez pratique, on n'a pas besoin de lui reprendre quelque chose ou on n'a pas besoin d'intervenir. Il prend sa friandise, il reste avec son traceur et quand c'est terminé, ben voilà, il sait sa piste est finie, il a bien réussi, il a bien fait son job. Est-ce que tu vois, pendant qu'on est encore sur les friandises, des inconvénients qu'on peut avoir sur ce type de récompense? Oui, il y en a plusieurs. Le principal inconvénient, c'est tout ce qui va être intolérance alimentaire ou les chiens en régime d'éviction, les chiens qui ont des problèmes digestifs, c'est vrai que c'est difficile. Parfois, ils peuvent pas tout manger, parfois on n'arrive pas à trouver des friandises assez appétantes, mais bon, comme je le disais avant, on a quand même une large variété, d'aliments qu'on peut utiliser. Il y a un autre point, c'est que ça peut être dépendant du niveau de satiété. Donc si le chien a bien mangé avant, ça peut influer sur la valeur de la récompense, mais en général, ça reste la récompense alimentaire, ça reste quand même assez motivant pour les chiens, même après manger, on n'est pas contre manger un petit bonbon ou un petit chocolat à la fin du repas. Et il y a un autre point, c'est que souvent, ça peut arriver que les humains soient un peu réticents à utiliser une récompense alimentaire parce qu'ils ont peur de la prise de poids de leur chien, par exemple. Dans ces cas-là, si vraiment le chien a tendance à l'embonpoint, on peut privilégier d'utiliser une partie de la ration alimentaire et la pimper un petit peu avec du fromage ou enfin voilà, ou diminuer la ration alimentaire de quelques pourcents pour pouvoir, compléter avec les friandises du mantrailing. Il y a aussi, une réticence qui peut être liée à certains principes d'éducation où on n'utilise pas la friandise, mais voilà, là on reste dans un contexte d'activité, de travail, donc c'est quand même un peu différent. Et ensuite, il y a un autre point parfois de réticence de l'humain, c'est pour les chiens qui sont au refus d'appât, parce que c'est vrai que, bah, du coup, ils travaillent à ce que leurs chiens ne prennent pas de la nourriture, de n'importe qui ou n'importe où dans la rue. Et là, en fait, il y a un inconnu qui va juste donner un truc hyper appétant à son chien. Donc voilà, mais il faut savoir que sur le refus d'appât, ça doit pas être un frein à l'utilisation de la friandise, parce qu'il existe plein de solutions qu'on peut mettre en place. Il faut en parler avec son coach, mais voilà. Mais il y a la possibilité que le traceur félicite verbalement le chien, en attendant que le conducteur arrive et donne la friandise au chien, ou on peut faire en sorte que le traceur attende le signal du conducteur pour donner la friandise. Voilà, Ouais, de vraiment mettre des codes en place pour que le chien comprenne que c'est cette situation-là qui l'autorise c'est ça. à avoir la friandise. Ok. Voilà. Donc on peut conserver tout ce qui est, principe d'éducation du refus d'appât, sans vraiment, tout en utilisant la friandise alimentaire en matring. Ça doit pas être un frein immédiat à l'utilisation de la friandise. Et je pensais aux chiens qui sont au bar, parce que c'est une question qui revient. Ouais. Est-ce que ça risque pas d'être du coup un peu moins motivant, vu qu'ils ont déjà des repas qui sont super appétants au quotidien? Alors pas nécessairement, on a des chiens, en entraînement qui sont nourris au barf, qui reçoivent aussi une récompense alimentaire en fin de piste et ça pose pas forcément de problème de motivation. Parfois, ils reçoivent des morceaux de viande de leur ration quotidienne, parfois ils ont des friandises. On constate pas forcément de problème de motivation particulier, mais j'ai envie de dire que si jamais on constatait un problème de motivation, il faudrait envisager, de changer la récompense éventuellement, mais pour quelque chose de plus appétant, comme on le ferait avec un chien, nourri aux croquettes ou ayant n'importe quelle autre, alimentation. Mais c'est pas parce que le chien est au barf qu'on peut pas trouver, une récompense appétante. Alors du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour des points intéressants autour de la nourriture. Donc la deuxième récompense qui est souvent utilisée, enfin souvent, moins souvent, mais qui peut être utilisée, c'est le jouet. Du coup, par rapport à l'alimentation, enfin aux récompenses alimentaires, quels sont les avantages du jouet? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, un des principaux inconvénients de la récompense alimentaire, ça va être tous les chiens qui présentent des intolérances. Donc avec le jouet, on n'a pas du tout ce problème puisque, bah, du coup, il y a pas le chien ne le mange pas, donc c'est une récompense qui peut être utilisée par tous les chiens, même en cas d'intolérance alimentaire. Pour le traceur, c'est facile à transporter, ça se met dans la poche, ça risque pas de couler, risque pas de le renverser, enfin voilà. À moindre échelle que pour, la récompense alimentaire, mais c'est quand même possible de varier les jouets. On peut prendre, je sais pas, je pense à un boudin pour récompenser, une balle, une corde, une peluche, voilà. Et du coup, enfin, je pensais parce que tu disais varier les jouets, mais je me disais aussi avec un même jouet, il y a plusieurs façons de jouer.
Et donc en même temps, ça me faisait penser peut-être à un inconvénient, c'est finalement tu sais pas trop comment le traceur va jouer avec le chien parce que souvent c'est pas forcément le jouet que le chien veut, c'est le jeu. Oui. Du coup, est-ce qu'il y a des inconvénients par rapport à ça, des points de vigilance? Oui, bien sûr. Parce que comme tu le dis, il y a plusieurs façons de jouer, donc le traceur ne va pas forcément jouer de la meilleure façon ou de la façon dont le chien a l'habitude, de jouer. Parce que un des principaux inconvénients, on va dire, du jouet, c'est que contrairement à la nourriture, c'est, pour qu'il ait cet effet renforçateur, il doit avoir été déjà présenté et renforcé, par l'humain. C'est pas naturel pour un chien de jouer, de voir un jouet, de se dire: «Ah bah tiens, je vais faire ça, c'est super génial». Donc en général, l'humain apprend son chien à jouer, à apprécier et quand le chien joue avec son humain, bah, peut-être il va teguer, peut-être il va aller chercher, peut-être, voilà, peut-être on va secouer dans un sens et pas dans l'autre. Donc le chien aura ses préférences, le traceur ne les connaît pas forcément. Le traceur ne joue peut-être pas forcément de la même façon que l'humain et surtout, le point qui est à noter, c'est que, bah, parfois le chien, il va adorer jouer avec son humain à la maison, dans le canapé, dans le salon ou dans le jardin parce que c'est cool. C'est un endroit où il se sent bien, il a envie de partager ce moment avec son humain. Mais peut-être qu'il va pas forcément apprécier de jouer avec son traceur qu'il connaît pas trop ou pas du tout, en plein milieu de la forêt ou, au bord d'un parking. Donc dans ce cas-là, voilà, ce moment de plaisir est vraiment renforçateur avec son humain, n'aura pas forcément le même effet, dans un autre contexte et dans un autre environnement. Un autre inconvénient, qu'on constate régulièrement en piste sur les chiens qui utilisent le jouet, ça va être l'effet on-off. Comme j'expliquais sur la friandise alimentaire, ça a une fin naturelle. En fait, le chien finit sa récompense, il l'a mangé, voilà, la piste est terminée, on peut passer à autre chose. Sur le jouet, souvent ça nécessite une cessation pour mettre fin au jeu avec le traceur, donc ça peut être un risque de frustration pour le chien, donc avoir un effet inverse de ce qu'on recherche, ou genre le motiver, lui dire: «Ah c'est super, je vais jouer, avec un humain, on va jouer avec moi, mais ah faut que je m'arrête, ah je suis un peu déçu». Et ça a aussi un aspect un peu contrôlant, de voilà, de devoir stopper le jeu, alors que nous ce qu'on recherche au mantrailing, c'est justement cette autonomie du chien et je trouve ça dommage de rajouter un point de contrôle à la fin, alors que tout ce qu'on voulait pendant tout le reste de la piste, c'est que justement le chien travaille en autonomie. Un dernier point auquel je pense, qui est que certains chiens vont trop focaliser sur leurs jouets. Genre vraiment, ça va complètement les couper de l'environnement, du travail, ils sont bloqués sur leurs jouets, jouets, jouets. Ils sont très excités. C'est vrai que des fois, le jouet peut avoir tendance à trop exciter le chien, ils vont être trop focus sur leurs jouets et du coup, ça peut avoir une incidence sur le travail en piste. C'est vrai que nous, on a tendance à féliciter à la voix le chien avec une voix très aiguë, tout content. Est-ce que ça participe aussi à la récompense ou c'est plus un truc d'humain pour décharger de la fin de piste? Un peu les 2. Alors les félicitations, nous, c'est vrai qu'on les utilise beaucoup en plus de la récompense, de fin de piste, souvent la nourriture. Et d'ailleurs, c'est une super idée de l'utiliser comme ça parce que, bah, déjà, ça permet au conducteur de montrer sa joie. Enfin, nous aussi, on piste beaucoup avec nos chiens. On sait que, bah, à la fin d'une piste, parfois même quand elle a été difficile, bah, quand notre chien y trouve, bah, on est content pour lui, on est content, voilà, donc on est: «Ah oui, c'est bien mon chien», on est content. Le traceur aussi peut féliciter, parce que voilà, parce qu'il est content, on l'a retrouvé, on l'a pas laissé au fin fond, de la zone industrielle ou de la forêt. Et moi je trouve ça bien parce que, bah, du coup, bah, dès que le chien arrive à son traceur, on dit: «Oui, c'est bien» et ça laisse un peu le temps aussi au traceur, bah, de sortir sa friandise, son jouet, et du coup, on laisse pas le chien comme ça un peu en attente avec ce petit gap donc moi je trouve que l'utilisation des félicitations en fin de piste peut être bien dans ce cadre-là et je trouve que c'est aussi hyper positif pour l'humain, quoi. On est content pour son chien, on a envie de le dire et puis voilà. Même nous en tant que coach, des fois on est content, ça y est, le chien est arrivé, il a parfois, quand c'est un peu dur et tout, tu «C'est bien mon chien», voilà, tu as réussi. Juste, je fais un petit bémol, c'est on fait juste attention sur l'intensité des félicitations, c'est pas toujours adapté aux chiens les plus sensibles ou des chiens qui ont pas forcément l'habitude qu'on soit là: «Ah, c'est bien», les petits cris aigus et tout ça. Donc c'est vrai que sur des chiens peut-être, en terra trailing qui ont plus de crainte vis-à-vis de l'humain et tout, on essaie de garder une voix un peu plus neutre et du coup, oui, les félicitations, c'est aussi quelque chose que, on peut utiliser en cours de piste. Par exemple, bah, quand un chien passe une distraction, on peut lui dire: «Ah bah, c'est bien, enfin bravo», voilà. On essaie de garder un ton neutre pour pas trop le sortir de sa piste, mais c'est vrai que ça peut aider le chien aussi de se dire, «Bah, allez vas-y», ça le remotive et il se dit: «Bah, allez vas-y, je continue». Ça l'encourage à passer, donc faut pas hésiter à l'utiliser comme ça. Moi, personnellement, je le fais beaucoup avec mon chien.
Quand je vois Mm. qu'il avait une petite distraction et que finalement il reste sur sa piste, je lui dis c'est bien mon chien. Ou si, si je lui ai demandé de m'attendre et qu'il m'a attendu, je lui dis que c'est bien. Donc voilà. Et sinon, d'un point de vue plus théorique, utiliser les félicitations seules, sans donner de récompense alimentaire ou de jeu ou autre derrière. C'est un peu comme ce qu'on disait sur le jouet tout à l'heure, c'est très dépendant du contexte parce que bah, des fois, les félicitations sont pas assez fortes par rapport à l'environnement pour que le chien puisse les apprécier. Et puis si elles sont données par quelqu'un d'inconnu, elles ont peut-être moins de valeur que si elles sont données par son humain. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut utiliser en association d'autres récompenses, mais pas forcément seul. Et je sais qu'il y a des études qui ont été menées également, il y a plusieurs études, en tout cas 3 à ma connaissance, qui ont été menées sur un échantillon de chiens et qui tendent à démontrer que les interactions sociales, donc les félicitations verbales aussi, peuvent certes avoir un rôle de renforçateur dans certains cas, mais ça dépend vraiment des individus et elles restent quand même c'est des valeurs qui restent quand même moindres par rapport à une récompense alimentaire, par exemple, qui restera largement beaucoup plus efficace. Ok, donc plutôt à utiliser en doublon avec une Voilà, autre récompense plus claire pour le exactement. chien. Ok. Dernière récompense qui est souvent évoquée, c'est la récompense avec la caresse. Donc Oui. que ce soit celle du conducteur ou du traceur. Pareil, est-ce que c'est une bonne idée? Dans quel cas c'est une bonne idée, une moins bonne idée? Alors, la caresse, c'est aussi un renforçateur qui est très intimement lié au contexte, à la situation, peut-être même plus que le jeu, je pense. Parce que c'est pareil, un chien qui apprécie les caresses avec son humain à la maison, dans le canapé, devant la télé, bah, il appréciera pas forcément les caresses d'un inconnu, en plein milieu de la forêt. Après une piste qui a été un peu difficile, il va se dire: «Bon, c'est sympa tes caresses, mais voilà quoi». Dans le cas de la caresse utilisée en récompense, moi je suis assez réservée dessus, j'aurais tendance à pas la conseiller pour plusieurs même à la déconseiller pour plusieurs raisons. C'est que, enfin voilà, elle sera pas assez motivante, elle est trop liée au contexte et pour moi, elle peut même devenir aversive quand elle n'est pas consentie. C'est-à-dire que, bah, le chien va juste, plutôt que de créer un lien avec son traceur, être content de le retrouver, il pourrait plutôt s'en méfier, se dire: «Ouh là là, il va approcher ses mains de moi, il va vouloir me toucher, j'ai pas envie», voire même en avoir peur et ne plus vouloir, s'en approcher. C'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, on voit souvent quand le chien arrive, le traceur, c'est un peu réflexe. Ouais, bravo. Et il tend la main et le chien, oh, il marque un temps d'arrêt, voire un pas en arrière. Souvent, ils s'aplatissent un petit peu, on voit, ils ont un petit mouvement de: «Ah, j'évite ta main, donne-moi ma boîte». Et Mais ouais, enfin, ça c'est vraiment important pour le. Alors, souvent c'est le conducteur qui choisit la récompense pour son chien, mais c'est important aussi pour les traceurs d'être vraiment attentifs, regarder le chien et vraiment, si vous voyez le moindre signe d'inconfort, d'arrêter tout de suite de toucher. En général, on le dit en tant que coach, mais comme on est loin derrière, il se passe des fois 1, 2 secondes avant qu'on ait le temps de réagir. exactement. C'est aussi, ouais, aux traceurs à faire attention. Est-ce que, voilà, de pas toucher le chien forcément et c'est après, on peut le récompenser et après on voit si, bah, parce qu'il y a des chiens qui vont retourner à leur traceur en mode: «Eh, je suis content», qui pourraient accepter quelques caresses ou quoi, mais c'est vraiment du plus. Et il y a aussi un autre point, c'est que c'est impossible à utiliser en terrain training pour les chiens craintifs et qui n'aiment pas le C'est sûr. contact, puisque déjà sur des chiens qui sont assez à l'aise avec l'environnement, leur piste et tout, il y a pas de souci, qui n'ont pas de soucis particuliers, ils sont pas toujours OK pour la caresse, enfin mon chien le premier, hein, et comme pour, la récompense verbale, il y a des études qui ont été faites, c'est pareil, elles tendent à dire que la valeur d'une caresse en tant que renforçateur, elle est largement surévaluée, souvent par l'humain, parce que c'est un contact qu'on apprécie avec le chien, le pouvoir le toucher, le caresser. Mais souvent pour le chien, c'est pas terrible. Et du coup, elle fait souvent plus plaisir aux humains qu'aux chiens et c'est aussi ce que nous on constate, bah, ce qu'on disait en fin de piste, c'est ce que nous on constate régulièrement, quoi. Et moi, il y a aussi une raison pour laquelle je dis il faut être très précautionneux avec les caresses, c'est que, bah, souvent si le chien est en train de manger sa friandise, éviter de le toucher, ça peut être dangereux dans les cas de protection de ressources, par exemple, et ça peut aussi faire perdre de la valeur à la friandise. Genre, «Ah, je mange ma friandise, il m'a touché. Du coup, je mange ma friandise, mais elle a une saveur moins bonne que si j'avais pu la manger tranquillement, quoi. Et il y a juste, des cas, c'est vrai, où le chien aime bien ensuite aller rechercher, de la caresse ou des fois des chiens un peu sensibles qui retournent vers son humain en recherchant un peu de sécurité, genre voilà, «J'ai pris ma frifri, je retourne vers toi». Dans ce cas-là, enfin, il y a pas de souci, hein, mais il y a des chiens qui sont tout à fait OK avec la caresse, mais c'est juste, voilà, on déconseillera de l'utiliser en récompense parce qu'on sait pas. Le fait de ne
d'utiliser aucune récompense en fin de piste. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Oui, alors c'est vrai que certaines écoles n'utilisent pas de récompense en fin de piste. Alors souvent, c'est pour favoriser l'instinct naturel du chien et de ne pas le pousser à aller au-delà de ce qu'il aurait naturellement envie de faire, en créant ce qu'on appelle un conflit de motivation qui est induit par une récompense qui est souvent de forte valeur en fin de piste. Je fais une petite parenthèse conflit de motivation parce que je trouve ça intéressant de l'expliquer pour mieux comprendre un peu notre positionnement. Le conflit de motivation, c'est en fait se dire, bah, OK, l'humain est parti avec ma friandise, donc déjà, je vais devoir le retrouver, donc je vais devoir fournir un travail et peut-être que sur ma piste, je vais voir un truc, soit qui va beaucoup me plaire, type une distraction, un chien qui passe, un humain qui passe et j'adore les humains, mais je vais me dire: «OK, il y a la friandise en fin de piste, il faut que je continue mon travail pour aller chercher ma friandise», donc la friandise aura plus de valeur que cette distraction, donc petit conflit de motivation, friandise plus motivante, je vais aller jusqu'à ma friandise. Le conflit de motivation, faut juste faire attention, de temps en temps, ça peut arriver que, bah, du coup, la motivation de la friandise soit très forte, c'est vrai, et que du coup, le chien aille vraiment à confronter sa peur et que ce soit vraiment trop difficile pour lui. Ils se disent: «J'ai quand même très, très envie d'avoir cette friandise, mais ça me fait quand même peur d'aller jusqu'à l'humain». Dans ce cas-là, souvent, enfin, c'est des chiens qui ont tout le corps en arrière, la tête qui avance pour aller prendre la friandise ou qui la prennent très vite et qui repartent. Alors oui, dans ce cas-là, c'est des situations qu'on va clairement éviter et c'est aussi à nous, en tant que coach, à savoir reconnaître ce type de situation et de se dire là, juste, c'est trop et demander au traceur de poser sa boîte et de s'éloigner pour que le chien puisse se récompenser sans avoir à s'approcher de ce qui lui fait peur, par exemple. Donc c'est vrai que parfois, la friandise peut créer ce conflit de motivation un peu trop fort. Au-delà de juste motiver le chien à aller, au-delà de l'environnement, ça peut, créer un peu ce conflit entre la peur et la friandise. Mais dans ce cas-là, nous, c'est des situations qu'on laisse pas se produire, on intervient directement et on donne des consignes au traceur à l'humain pour que le chien, termine sa piste dans les meilleures conditions possibles et que justement, au contraire, ils se disent: «OK, génial, je suis arrivé en fin de piste, j'ai eu ma friandise, l'humain s'est un peu éloigné, OK, top» et du coup, petit à petit, on arrive à progresser. En terra training, par exemple, c'est souvent le cas, on progresse petit à petit et on en vient à la fin à des chiens qui vont pister et retrouver l'humain avec joie et sans aucun souci. Oui, et puis au début, du coup, on demande un minimum de travail de piste, c'est vraiment, on se concentre juste sur Exactement. le fait de positiver l'humain. Ouais, on décortique tout, on prend le temps, c'est des mini pistes hyper motivantes, c'est juste vraiment: «OK, je vais aller voir l'humain c'est cool, il a ma free et si l'humain vraiment ça fait trop peur par rapport à ma free bah tant pis, il va me la poser, je vais pouvoir la manger parce que je l'ai trouvé, mais lui, il sera plus loin et après petit à petit on verra plus tard». Le problème de travailler sans récompense, c'est qu'on reste quand même sur un niveau de motivation qui est assez faible parce que, bah, l'environnement, il est naturellement compétitif. Il se passe plein de trucs, il y a des odeurs de gibier, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui font du bruit, il y a des chiens, voilà. C'est, naturellement compétitif par rapport au fait de retrouver un humain, caché, voilà. Surtout dans certaines zones franciliennes. Enfin, nous, on le voit, je pense peut-être vous le voyez sur les stories aussi des Coachman Training en Île-de-France. Nous, on travaille dans des zones qui sont très riches, donc des fois, bah, voilà, l'environnement, il est très, très fort et il faut aussi encourager le chien à rester sur sa piste. Donc, ne pas utiliser de récompense et prendre le risque que l'environnement prenne le dessus et que ce soit plus difficile pour le chien de progresser, qu'il ait des choix trop difficiles à faire et qu'il en arrive à renoncer juste à sa piste, à pas vouloir continuer. Et c'est vrai que la récompense en fin de piste, ça reste le meilleur moyen pour aider le chien à rester motivé, à renoncer aux distractions et à réussir sa piste et à progresser, en fait, dans son travail. Et il y a un autre point, c'est que du coup, bah, le terra training est impossible si on n'utilise pas de friandise et de récompense, de façon plus globale. Mais il existe quand même des chiens qui restent quand même très motivés par la piste et pour qui la piste peut être, une récompense ou en vrai renforçateur. Enfin, nous, on a le cas, je pense par exemple à Olexo, mais c'est quand même très rare. C'est, enfin, voilà, c'est un chien sur le nombre qui voilà, qui lui, en fait, adore faire sa piste, génial, c'est vraiment la piste qui le motive, qui le pousse à aller plus loin, vraiment, mais heu, mais voilà, c'est un chien et il a quand même sa récompense à la fin, quoi. Mais on voit bien que c'est pas ce qui et enfin, il y a juste un dernier point, c'est que, bah, aujourd'hui, les études sur l'apprentissage, sur les lois de l'apprentissage, elles tendent clairement à confirmer que, le travail, donc avec une récompense, l'utilisation d'une récompense de forte valeur, c'est le moyen d'apprentissage le plus efficace.
Justement, je me place dans la situation la plus courante parce que quand on connaît un petit peu son chien, après c'est une question qui se pose moins, mais quand on commence le man-trailing, voilà, on n'est pas sûr de ce que notre chien va préférer comme récompense parce que justement il y a tous ces effets contextuels, comme tu disais, qui peuvent influer. Comment est-ce qu'on fait? Comment on s'y prend pour choisir sa récompense justement? Alors, déjà, je fais un petit rappel, ou même je vous donne l'information parce que je ne crois pas l'avoir déjà dit, mais le choix de la récompense, c'est le chien qui va la faire. Donc, c'est l'apprenant, c'est le chien qui va nous dire ce qu'il préfère, ce qui est le plus motivant pour lui. Des fois, on est déçu parce que c'est pas ce à quoi on s'attendait, mais c'est comme ça. Si on veut que ça fonctionne, il y a que lui qui sait ce qu'il préfère. Donc, il faut l'écouter et c'est lui qui nous dira quoi choisir. Comme je disais plus haut, la friandise alimentaire, ça reste quand même la récompense la plus facile, la plus fiable et celle de plus haute valeur. Donc, lors des premières séances, si on n'est pas sûr, en général, moi, je conseille plutôt l'utilisation d'une récompense alimentaire. Une friandise humide, donc du fromage, des saucisses, du fromage à tartiner, de la pâtée, des rillettes, quelque chose qui, voilà, qui va motiver le chien et le faire aussi s'intéresser à l'odeur. Si on a des doutes sur les préférences du chien, du coup, il y a un test très simple qui consiste à prendre les deux options en fin de piste et de présenter les deux options au chien quand il arrive, et on voit laquelle il choisit naturellement en premier. On peut le refaire plusieurs fois pour être sûr de ce qu'il va choisir. Donc si ça peut être entre deux friandises ou entre le jouet et la friandise. Donc voilà, c'est un test assez simple qu'on utilise régulièrement. Et il y a surtout un autre point qu'il faut pas oublier, c'est l'observation du comportement du chien. Regarder sa motivation, est-ce qu'il a vraiment envie d'aller retrouver son humain? Quel est son comportement quand il arrive près de l'humain? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il va passer du temps à manger sa récompense ou est-ce qu'il va juste faire une bouchée et partir? Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va pas jouer? Combien de temps il va jouer? Donc voilà, c'est aussi important de regarder comment se comporte le chien et de voir en conséquence est-ce que peut-être on peut trouver quelque chose de plus motivant. Par rapport du coup donc, à la préparation de la récompense, vu que souvent c'est la récompense alimentaire qu'on conseille, Ouais. est-ce que tu privilégies plus une grosse friandise, un truc comme du steak haché qui se mange vite là en deux bouchées, ou est-ce que tu privilégies quelque chose qui prend plus de temps à manger? Enfin, ce serait quoi tes conseils? Alors, moi je privilégie quelque chose qui prend plus de temps à manger, notamment tout ce qui va être les friandises alléchées, la pâtée, le fromage frais, les rillettes, parce que ça permet d'augmenter le temps de récompense, donc aussi le temps passé avec son traceur. Parce que notre objectif aussi au man training, c'est d'arriver à créer un lien entre le traceur et le chien pour, que le chien soit motivé à retrouver cette personne. Et donc c'est vrai que je favorise plutôt ce qui va prendre du temps. Aussi parce que, l'action de léchage, c'est associé à l'apaisement. Donc en TheraTrailing, c'est une association positive qui va se faire avec le traceur, genre, mon traceur il tient ma boîte ou mon traceur a posé sa boîte, il est à côté. Je prends du temps à manger ma friandise, je m'apaise tranquillement, je reviens au calme. Et du coup, oui, comme je disais, ça favorise le retour au calme en fin de piste, ce qui peut être intéressant sur les chiens qui sont hyper excités en fin de piste, ou même sur, enfin, la piste crée quand même une excitation chez le chien, donc même de retrouver son traceur. Donc, moi, je trouve ça intéressant pour faire un petit retour au calme tranquille et de se dire, voilà, la piste est terminée, on va pouvoir rentrer tranquillement, je vais aller me reposer en voiture, voilà. Donc, je privilégierais quand même une récompense qui prend du temps à être ingérée. On peut aussi envisager un liquimat ou de découper des petits bouts de liquimat comme au fond d'une boîte pour augmenter ce temps vraiment de léchage pour favoriser le retour au calme. Après, il faut faire attention que ce soit pas non plus trop difficile pour le chien. Il faut vraiment choisir un avec un motif hyper simple qui va juste venir mettre du petit fromage frais dans les trous, mais que quand même ce soit pas un truc qui soit trop difficile et qui vienne au contraire le frustrer un peu plus Mm. au lieu de l'apaiser. Donc voilà. Et je rajouterais même qu'en théorie, il y a des études qui ont été menées en 2018 et qui, du coup, démontrent, enfin, il y a plusieurs points dans cette étude. Bon, je peux donner les 3 points, je pense, parce que les 3 sont intéressants dans notre cas, qui démontrent en fait que sur l'échantillon de chiens testés, la récompense alimentaire humide reste la préférée, Ok. comparée aux friandises semi-humides ou sèches et au contact social surtout. Que la situation et le contexte influencent sur les préférences, comme on a déjà évoqué avant. Et surtout, il y a une étude qui a été menée en 2022 qui s'appelle Give the Dog a Big Bone, qui indique que la taille d'une récompense compte. Et la taille serait associée au temps d'ingestion, donc au temps que le chien met à manger. Donc plus le chien va se récompenser longtemps, plus la récompense sera de haute valeur pour lui.
Ok. Donc C'est forcément, on va intéressant. favoriser les récompenses longues et les grosses récompenses, donc les récompenses longues, sont celles qui vont venir récompenser, ce qu'on qualifie de chaîne de comportement, c'est-à-dire, une action longue comme une piste, par exemple. Voilà. Par rapport justement au fait de récompenser le chien pour son travail, est-ce que c'est judicieux de donner une friandise à un chien même si il n'a pas trouvé son traceur? Par exemple, il s'est vraiment démené, il a super bien bossé, il a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'a pas réussi. Est-ce qu'on va quand même le récompenser? Alors, non, je suis désolée, mais si le chien n'a pas trouvé son traceur, on ne le récompense pas. Nous, chez les Man Training Addicts, c'est vrai qu'on construit des pistes qui sont adaptées au chien. On fait en sorte de mettre une difficulté progressive, on l'encourage à travailler en autonomie, à aller au bout de sa piste. Mais parfois, voilà, ça arrive que le chien ne trouve pas son traceur pour des raisons, diverses et variées dont on n'a pas toujours, parfois on n'a pas toujours les réponses aussi. Ça peut être enfin, voilà, des fois, c'est un imprévu sur la piste qui vient complexifier la piste, la rendre trop difficile, le chien y arrive plus, un chien qui a pas envie de travailler ce jour-là, enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles le chien ne peut ne pas arriver à trouver son traceur. Dans ces cas-là, c'est vrai que nous, vu qu'on privilégie le travail et l'autonomie, c'est OK pour nous que le chien ne réussisse pas tant qu'il a travaillé et qu'il a tout donné et on va privilégier le ramener à la voiture plutôt que de trop l'aider et qu'il prenne l'habitude de trop s'appuyer sur nous pour, passer toutes les difficultés. Donc c'est vrai que si le chien trouve pas son traceur, il est quand même plus bénéfique à l'apprentissage de pas donner sa friandise pour garder, une cohérence. Donc voilà, donc c'est vrai que dans certains cas, on va si le chien ne trouve pas son traceur, il sera pas récompensé, mais parfois on peut aider dans des situations particulières, notamment, quand l'émotion du chien devient quand la peur prend le dessus ou quand l'émotion est trop difficile. Mais il peut arriver aussi que, on choisisse d'arrêter le chien en piste et qu'on fasse revenir son traceur et qu'on fasse une mini piste par exemple, pour pas perdre complètement la motivation du chien, pour qu'on puisse terminer positivement et dans ce cas-là, il sera récompensé. Donc tu privilégies le fait de refaire un autre exercice où le chien se débrouille tout seul plutôt que de Voilà, l'aider. Et voilà, ok. exactement. Mais si le chien ne trouve pas son traceur, pour les chiens plus confirmés, quand ils trouvent pas, généralement, s'il rentre à la voiture sans avoir trouvé le traceur, on ne donnera pas de friandises pour rester cohérent dans notre apprentissage. Si jamais on a un peu tout essayé, on a présenté plusieurs friandises, des jouets, et que bah, visiblement il n'y a rien qui motive le chien, comment on fait? Alors, en premier lieu, bon, comme je disais avant, c'est le chien qui décide de ce qu'il préfère et ce qui va le motiver. Mais attention, ça peut changer. Les préférences, elles évoluent dans le temps elles peuvent aussi évoluer avec le contexte. Et il n'y a aucun souci à réévaluer les compétences si jamais un jour on constate qu'il y a un manque ou une baisse de motivation. On peut changer la friandise, essayer autre chose, essayer autre chose de plus motivant, refaire des tests comme on a parlé, tout à l'heure, de se dire: «Bah, voilà, l'ancienne friandise, nouvelle friandise, est-ce qu'il y en a une que mon chien va préférer?» Voilà, il y a aucun souci à se dire: «Baisse de motivation, manque de motivation, je change ma friandise». C'est pas grave, enfin voilà, il y a pas de souci là-dessus. Mais il y a un autre point aussi, c'est que en cas de, bah, chien qui n'est pas motivé alors que l'on a tout essayé, c'est aussi se regarder un peu ce qui se passe autour. Donc c'est est-ce que l'exercice il a bien été compris par le chien? Est-ce que les pistes sont adaptées à son niveau? Parfois, si la piste est trop difficile, bah, on peut avoir un chien qui va se démotiver. Si le chien n'a pas assez confiance en lui ou s'il a tendance à ce que ce soit trop difficile, ou si ça devient trop difficile, il peut facilement se démotiver aussi et du coup, bah, voilà, c'est là ça rappelle l'importance de construire des pistes adaptées et motivantes, pour le chien. Ça peut aussi être, bah, des fois, est-ce que, il prend du plaisir à être avec son traceur? Est-ce qu'il est à l'aise avec son traceur? Est-ce qu'il reste avec lui? Est-ce que le traceur a pas essayé de le caresser, un jour où il voulait manger sa friandise? Voilà. On peut aussi regarder, la façon dont on donne la friandise. Parfois, on va changer notre boîte ou, ce genre de choses et ça moins adapté pour le chien. Il aura plus de difficultés à atteindre sa friandise ou l'accès sera trop difficile, ou peut-être il peut avoir, je sais pas, je pense par exemple dans le cas des tubes de pâté, si le chien connaît pas trop, des fois au début il sera: «Oh c'est un peu bizarre, je sais pas trop quoi faire avec ça donc bah, je passe à autre chose quoi» et ça fait perdre un peu de valeur à sa récompense. Donc voilà, quand on a tout essayé, qu'on n'arrive pas trop à remotiver son chien, ce que je conseillerais c'est voilà, changer la friandise, tester d'autres choses et ensuite regarder un peu autour,
ce qui se passe et voir s'il y a pas des petites choses qui peuvent aussi démotiver le chien sur sa piste, autre que sa récompense. Ok, ouais, c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que c'est très important, mais il n'y a pas que ça qui joue non plus dans la motivation du chien. Et du coup, par rapport à la distribution de la récompense, qui est-ce qui doit, dans l'idéal, la donner au chien et comment? Tu disais tout à l'heure que c'était important que le lien soit fait avec le traceur, donc je suppose le mieux c'est que ce soit le traceur qui donne la friandise. Alors dans l'idéal, oui, on va demander au traceur de donner la récompense au chien, puisque voilà, l'objectif c'est de valoriser et de rendre le traceur intéressant. Il crée un vrai lien entre le chien et le traceur, donc oui. Dans l'idéal, ce qu'on attend, c'est que le traceur tienne la récompense ou la friandise et que le chien puisse la prendre à ce moment-là. Par contre, il y a des cas où on peut adapter. Par exemple, dans le cas des chiens les plus sensibles ou des chiens réactifs, principalement ceux avec lesquels on travaille en terra training, on va y aller plus progressivement. Donc on peut envisager par exemple de demander au traceur de poser la récompense au sol et de s'en éloigner pour que le chien puisse aller prendre la récompense sans avoir de contact avec son traceur. Donc dans ce cas-là, c'est le traceur qui pose, mais il sera pas là vraiment pour tenir la boîte. Il y a le cas aussi, comme on a vu au tout début, du refus d'appât. Donc dans le cas d'un refus d'appât, d'un chien en refus d'appât, le conducteur peut très bien récompenser le chien lui-même. Ou le cas de l'oubli de friandise, le fameux cas où on oublie de dire au traceur de prendre la Voilà. friandise et que du coup on est là, ah, il a oublié la friandise, et que dans ces cas-là, souvent c'est soit le conducteur, soit le coach qui récupère la friandise. Et ça peut arriver que le conducteur se dépêche d'ouvrir la boîte et court vers son chien quand il a trouvé son traceur et que ce soit lui qui lui donne. Voilà, donc c'est ok aussi, c'est des cas exceptionnels, mais voilà. Tu parlais d'oubli de friandise, est-ce que ça peut avoir des conséquences négatives sur le chien? Alors là aussi, ça dépend. Ça arrive que le traceur oublie sa friandise et que le conducteur ne la prenne pas et que du coup le chien se retrouve sans friandise en fin de piste. Si c'est un chien expérimenté et confiant, vu que c'est des cas quand même très exceptionnels, sur le coup ils peuvent ne pas comprendre, mais ça entache que très peu la motivation par la suite. Je pense par exemple à un cas avec Réa, on était en stage et en fait, du coup, on s'est retrouvé en fin de piste avec le conducteur et tout le monde s'est regardé, genre, hey, qui a la friandise? Et en fait, personne n'avait la friandise, donc du coup, Ria, elle a attendu un peu, puis elle a dit, bon, si personne là, je repars. Donc moi, j'ai fait mes fins de poche pour essayer de trouver des petits bouts de friandise toutes sèches pour lui donner. Mais ça n'a pas forcément eu d'incident sur la suite. Par contre, sur un chien plus débutant ou qui est en manque de confiance, ça peut avoir des conséquences, ça peut avoir quelques conséquences sur la motivation du chien, ça peut aussi le faire douter. Dans ces cas-là, on peut aussi faire ses fins de poche quand on se rend compte que on n'a pas de friandises au fond, en attendant pour au moins donner quelques trucs et ensuite on peut donner la boîte à la voiture, par exemple. Et on peut peut-être essayer de faire une toute mini piste de remotivation après pour que vraiment le chien refasse une piste avec une friandise à la fin et qu'il dise ah oui bon ça va, j'ai quand même toujours ma friandise. Et je pense aussi à un cas sur ça, il me semble que c'était Asco qui avait qui avait pisté un jour et en fait pareil, il n'y avait pas eu sa friandise en fin de piste, mais il était rentré, il a vu sa boîte à la voiture et ensuite quand il était revenu en session, il avait du mal à partir ou il partait puis il comprenait pas trop l'état, il doutait vachement de ce qu'il faisait et tout. Et en fait en rediscutant, il avait pisté chez un autre coach main training et là c'était main training addict et là c'était avec Karine et en rediscutant on a su que du coup il a vu sa friandise que à la voiture donc euh, Ouais. donc voilà ça avait quand même ensuite enfin il a retrouvé sa motivation il est reparti mais sur le coup ça lui avait mis un petit doute de oh, est-ce que c'est bien ça que je dois faire donc voilà donc sur les chiens débutants faut pas hésiter à refaire peut-être moins en confiance à refaire peut-être une petite piste de motivation. Puisque de toute façon, on cherche une récompense qui doit être super motivante pour le chien, est-ce que ça peut pas être une bonne idée de l'envoyer chercher son gardien comme récompense? Parce que finalement, ça a de la valeur pour lui. Alors non ce n'est pas une bonne idée. Je suis, je suis désolée, mais non, là, ce sera pas une bonne idée parce que c'est vrai que voir son humain partir, déjà, c'est pas toujours cool pour le chien, mais en plus, dans un contexte inconnu, avec des gens qu'on connaît pas forcément autour de nous, le perdre de vue, donc ça veut dire que si son humain va se cacher, ça peut être un deuxième humain qui tient la longe, ou ça peut être peut-être un inconnu. Enfin, ça veut dire que le chien voit partir son humain, il est attaché, il peut pas le suivre, il le perd de vue parce qu'il va se cacher. Ça peut être vraiment stressant pour le chien. Donc alors oui, c'est sûr, il sera très motivé à retrouver son humain dans ce contexte-là, mais il va pas vraiment pister comme nous on le souhaiterait au main training,
c'est surtout l'émotionnel et la peur qui va prendre le dessus. Et du coup, le chien, il va avoir une recherche un peu désordonnée, quoi. Il va partir, souvent, il part à vue, à l'ouïe, il court, le nez en l'air pour essayer de retrouver leur humain. Donc, c'est pas forcément. Déjà, je le déconseillerais parce que c'est pas cool pour le chien. C'est des fois pas cool pour l'humain aussi de voir son chien qui est pas bien. Et en plus, c'est pas bénéfique au travail de recherche que nous on recherche en mode training, quoi. Et ça pourrait avoir des répercussions aussi sur des problématiques comportementales que le chien pourrait avoir, tu vois, notamment je pense à des problèmes liés à la solitude ou à une anxiété de séparation ou à plein de choses. Enfin, voir sa figure d'attache, enfin, voir l'humain qui nous sécurise partir, c'est pas forcément très cool. Et c'est surtout que bah, nous, man training, ce qu'on veut, c'est que le chien il recherche une personne qu'on a choisie, qui est spécifique et imposée, et qu'il associe l'objet odorant à cette personne-là, et qu'il fasse le lien entre les deux, et qu'il recherche cette personne, qu'il construit sa motivation autour de ça, du travail, de la recherche et tout, et pas juste de la panique d'avoir perdu son humain, quoi. Il y a des chiens qui seront peut-être moins stressés à l'idée de voir leur humain partir, mais dans tous les cas, c'est pas le travail que nous on va rechercher au man training. Et je rebondis juste par rapport à la prise de récompense. Je pensais ouais, aux émotions du chien et du coup ça me faisait penser aux chiens qui peuvent être réactifs, potentiellement muselés. Est-ce qu'il y a des points de vigilance particuliers sur la récompense avec les chiens muselés justement? Comment on fait Alors, sur un chien muselé, déjà, il faut qu'il y ait une muselière adaptée. Enfin, moi, je conseille toujours d'avoir une muselière adaptée, c'est-à-dire une muselière qui lui permet d'halter, de boire et donc de manger. Souvent, c'est les muselières de type cage. Voilà. Euh, pour la récompense, on privilégiera des récompenses alimentaires pour plusieurs raisons. Bah, déjà, pour le mode de distribution qui est plus facile quand le chien est muselé. Donc, ça peut être le tube de pâté, c'est facile parce qu'on peut passer le petit bout du tube à travers le grillage de la grille, par exemple, ou un liquimat ou une grande boîte dans laquelle le chien peut lécher, même avec sa muselière. Et puis aussi, le deuxième point, c'est que les récompenses alimentaires, enfin, souvent les chiens muselés, on peut aussi les travailler en terra training, donc la récompense alimentaire de forte valeur, c'est quand même plutôt privilégié. Et on évite le jouet parce que c'est impossible, parce que ça nécessite la quasi-totalité du temps une prise en gueule. Donc il faudrait démuser le chien pour pouvoir jouer, donc on va éviter. À propos justement de la récompense, c'est vrai que souvent on demande aux chiens, enfin souvent, oui, on a pour usage de demander au chien de réaliser un marquage quand il arrive au niveau du traceur, donc ça peut Oui. être s'asseoir, aboyer, se coucher, peu importe. Est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable? Est-ce qu'il y a des chiens pour lesquels ça va être plutôt conseillé, déconseillé? Alors, c'est fortement conseillé, on va dire, parce que ça nous permet de s'assurer que le chien est bien arrivé au bout de sa piste et que la personne indiquée est bien son traceur. Par contre, en général, on l'introduit pas de suite, parce que sur les pistes un peu débutantes, ce qu'on va chercher, c'est vraiment la motivation et la récompense rapide, pour bah, garder le chien motivé et montrer que l'humain, voilà, c'est cool, j'ai trouvé mon humain, j'ai ma récompense. Ça reste aussi déconseillé en terra training, pour pareil pour, enfin déjà, on recherche à ce que le chien se rapproche de l'humain, donc en général, on évite en plus de rajouter une contrainte de s'asseoir. Et puis aussi, parce que ce qu'on récompense, c'est le fait qu'il s'approche de l'humain, donc on veut garder une continuité dans le renforcement. Et je les déconseillerais aussi sur les chiens trop excités ou frustrés en fin de piste, parce qu'il y a quand même un risque de décharge sur le traceur. Donc d'abord travailler sur ce point-là, calmer, apaiser le chien avant de mettre en place le marquage. Et sur les chiens qui font de la PR aussi, de la protection de ressources, pardon. Peut-être pas forcément mettre en place un marquage dès le début, déjà essayer de voir comment le chien se sent en sécurité sur sa fin de piste. Il y a un autre type de chien pour lesquels le marquage peut être conseillé, c'est les chiens qui sont vraiment trop contents quand ils arrivent en fin de piste, et qui vont genre sauter sur leur traceur, genre vouloir faire des bisous, tout ça. Donc oui, le marquage, ça permet de laisser les quelques secondes au traceur, nécessaires au traceur pour dégainer sa friandise et éviter de se faire assaillir de l'échouille par le chien, quoi. Ok, bon, bah, merci beaucoup. Ça fait beaucoup d'infos sur la récompense, c'était vraiment riche. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais juste nous dire rapidement comment est-ce qu'on fait pour te contacter si on veut s'entraîner avec toi comment ça se passe? Oui, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, notamment sur Instagram où je suis très active. Sinon, c'est Jade Pet Service.
Et sinon, vous pouvez me retrouver sur la carte des coachs Man Training Addict que vous pouvez retrouver sur le site de Karine Belleville. Ok, bah merci beaucoup et je te dis à bientôt. À bientôt, Elsa. Merci à toi. C'est la fin de ce podcast. Merci d'être resté jusqu'au bout. On vous rappelle que si notre travail vous plaît, le meilleur moyen de nous le montrer, c'est de partager ce podcast autour de vous, sur vos réseaux sociaux, ou d'en parler à des personnes qui s'intéressent de près ou de loin au mind trailing. Le mois prochain, je passerai de l'autre côté de la table et c'est moi qui prendrai le micro du podcast pour vous parler du sujet des délais.